Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette Unipop Histoire consacrée aux 50 ans de la Révolution des œillets. Vous l'avez compris, nous sommes dans le dispositif l'Unipop de ville en ville. Donc ce soir, nous sommes en direct à Pessac avec 33 autres cinémas. Alors, je suis évidemment ravi d'accueillir ce soir monsieur Yves Léonard. Monsieur Yves Léonard, donc, qui est bien évidemment historien, qui enseigne à Sciences Po Paris, au Centre d'Histoire de Sciences Politiques, qui est un peu monsieur Histoire du Portugal, on peut résumer comme ça, qui a publié énormément d'ouvrages sur l'histoire du Portugal. J'en citerai quelques-uns. L'Histoire du Portugal contemporain, aux éditions Chandaigne 2021. L'Histoire de la nation portugaise chez Talandier 2022. Sous les œillets, la Révolution chez Chandaigne en 2023. Lumière d'avril, dont on a vu tout à l'heure la présentation, Portugal 1974, donc toujours chez Chandaigne en 2023, avec les photographies du Brésilien Alessio de Andrade. Je ne sais pas si je ne crois pas qu'on prononce tout à fait comme ça, mais c'est pas grave. Et enfin, vous venez de publier, il y a juste 15 jours, en France, Salazar, le dictateur énigmatique, chez Perrin. Voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et donc, pour parler des 50 ans de la Révolution des œillets, on ne pouvait pas rêver meilleur intervenant que vous ce soir. Merci encore. Bien, ben merci. Bonsoir à tous. Très heureux d'être parmi vous. Merci à l'organisation, l'Unipop. C'est vraiment impressionnant. Toutes ces salles, en plus, qui sont reliées à ce magnifique salle de cinéma ici à Pessac. Donc voilà, je vous remercie d'être si nombreux pour parler de la Révolution des œillets. C'est vrai que la période le justifie, c'est son 50e anniversaire. C'est un moment très très particulier pour le Portugal et le monde, et je suis très heureux de pouvoir vous faire une petite synthèse, je l'espère, éclairante sur ce qu'a été cet événement si singulier, à nul autre pareil, qui n'a d'ailleurs été jamais reproduit sous la même forme depuis 1974. Alors, je vous présenterai un petit diaporama, comme on dit, avec quelques illustrations, quelques photos pour rendre la chose vivante. Je sais aussi qu'il y a toute cette partie cinématographique qui est liée. Donc le film, le beau film de Maria de Medeiros, le Capitaine d'Avril, diffusé ici, mais aussi dans les autres salles de cinéma qui sont partenaires de l'opération. C'est un très très beau film, je ne vous apprends rien. D'ailleurs, je l'évoquerai ici et là pendant la présentation. Et donc, je pense que ça vous donnera aussi à la fois le contexte, l'éclairage, les compléments utiles pour remettre un petit peu en perspective ce beau film. Alors, mon exposé se veut un peu pédagogique, mais en 3 temps, on va dire. Un premier temps qui sera consacré, parce que très difficile de comprendre la journée du 25 avril et ce qui a suivi, si on ne se penche pas sur les temps qui ont précédé. Donc un matin, comme je le dis dans le petit lit, là, sous les œillets, un matin qui vient de loin. Et donc j'essaierai de remonter un peu le fil du temps pour vous expliquer ce qu'a été cette dictature salazariste, et notamment dans les dernières années, c'est-à-dire les années 1960, avec la question essentielle des guerres coloniales, et qui vont jouer un rôle clé dans le déclenchement du coup d'État qui devient révolution le jeudi 25 avril 1974. Et puis le deuxième temps sera consacré justement à l'étude, au rappel de ce qu'a été la journée du 25 avril et ses prolongements. Le processus révolutionnaire, ce qu'on va appeler le processus révolutionnaire assez vite, comment il a évolué, quelles en ont été les principales périodes. Vous verrez, c'est très compliqué, assez chaotique. Comment tout ça s'est terminé pour, dans un troisième temps, et bien plus rapide, je vous le rassure, évoquer le temps présent et notamment comment commémorer le 25 avril, à la lumière notamment de ces séquences que sont le 20e, 30e, 40e anniversaire et cette année le 50e anniversaire qui s'est déroulé dans un climat politique particulier sur lequel je reviendrai. Voilà, alors on va commencer par eh bien les temps d'avant, le matin qui vient de loin, c'est-à-dire comprendre ce qu'a été la période qui a précédé le 25 avril. Alors, je ne vous apprends rien en vous rappelant que le Portugal vit depuis 1926 en dictature. D'abord une dictature qui a été portée par des militaires qui ont fait un coup d'État le 28 mai 1926
pour renverser, mettre au pas la République parlementaire. Une République qui elle-même était mise en place, c'est assez peu connu, mais il faut le rappeler, en 1910, à la veille de la Grande Guerre. Eh bien, le Portugal est, comme la France, un pays qui est doté d'institutions républicaines. Et une République parlementaire qui a pour vocation, pour mission notamment, eh bien, de découpler, de casser ce lien historique entre l'Église catholique et le pouvoir politique. Alors, elle ne va pas y parvenir, et d'une certaine manière, ça explique aussi la reprise en main qui s'opère à la fin des années 1920, et l'arrivée sur l'avant-scène de ce personnage qui va écraser pour partie le XXe siècle portugais, c'est-à-dire ce dictateur assez méconnu, assez insaisissable, énigmatique, comme ça vient d'être rappelé tout à l'heure, qui est Antonio de Oliveira Salazar. Salazar, il est nommé au ministre des Finances en 1928, parce que les militaires se rendent compte que face aux problèmes financiers, eh bien, ils n'ont pas les solutions. Et donc, ils font appel à un technicien des finances, un professeur d'économie à l'université de Coimbra, qui a une certaine réputation, une réputation qui est liée aussi à son militantisme politique au sein des mouvements catholiques. C'est un homme qui est porté par la hiérarchie catholique, par l'Église catholique. Et c'est cet homme donc qui va prendre le pouvoir en 1926, progressivement, comme ministre des Finances, dictateur des finances, magicien des finances, bref, qui applique des règles relativement courantes à l'époque pour établir les comptes publics, qui consistent à couper dans les dépenses publiques, à augmenter les recettes et à créer des corps de contrôle pour surveiller un petit peu le mode de perception et des rentrées fiscales. Et donc c'est cet homme qui, en l'espace d'un an, rétablit les comptes publics. D'où une réputation qui lui est liée d'être un magicien, un technicien hors pair. Mais c'est un homme très habile, un homme qui a des idées politiques, un homme qui est pétri de culture contre-révolutionnaire, très catholique, très conservateur, et qui, lorsqu'il devient ministre des Finances, a déjà en tête ce qui va suivre, c'est-à-dire progressivement de tisser sa toile et de s'imposer non seulement aux militaires, parce que les militaires, ce sont eux qui ont fait le coup d'État, mais aussi au sein de la société portugaise, la société civile et des institutions, parce qu'au départ, il est relativement isolé, il n'a pas un parti de masse derrière lui, il n'a jamais porté d'uniforme, il n'a jamais participé à la guerre, c'est une singularité dans l'entre-deux-guerres, et donc c'est cet homme qui va finalement s'imposer d'abord comme président du Conseil en 1932, Premier ministre, et qui va mettre en place dans la foulée une constitution, la constitution de l'État nouveau, l'Estado Novo, en 1933. Constitution implacable mais assez sournoise, qui d'un certain côté peut permettre l'exercice des libertés publiques, théoriquement, mais dans la pratique leur rend l'usage complètement impossible, avec des élections sans choix, avec une police politique qui est omniprésente, des tribunaux spéciaux, une justice qui est aux ordres, bref, tout un système de répressif, d'administration de la peur qui va s'étoffer, se conforter au fil des années, et permettre à Salazar, qui par ailleurs défend un certain nombre d'idées sur le plan du nationalisme qui est le sien, c'est un nationalisme prudent, il le montre pendant la Seconde Guerre, rester à l'écart du conflit, la neutralité, respecter les grands engagements du Portugal, l'Alliance britannique d'abord, et puis après, avec la guerre froide, devenir membre fondateur de l'Alliance Atlantique en 1949. Donc tout de suite s'insérer dans un système finalement assez protecteur qui lui permet de survivre et de passer les époques avec à ses côtés cette police politique, la PIDE, elle devient la PIDE en 1945, qui étend son influence et qui lui permet de juguler toute forme d'opposition, d'enrayer toute forme de contestation et de mettre en place un système donc dictatorial extrêmement pernicieux, extrêmement coercitif qui traverse les époques jusqu'au moment, et on arrive à cette période de la fin des années 50 où un certain nombre de contestations, il y en a eu beaucoup, des résistances se sont déjà manifestées, mais elles n'ont pas toujours abouti, elles sont restées sous le boisseau avec le regard très complaisant des puissances occidentales qui considèrent que le Portugal de Salazar est un pays allié dans le cadre de la guerre froide, dans le cadre de l'anticommunisme, et Salazar est farouchement anticommuniste, et donc dans ce cadre-là, le régime salazariste parvient à trouver un certain nombre de soutiens. À la fin des années 50, il y a deux événements qui vont indiquer que les choses sont en train un petit peu de se détraquer. Le premier événement, par ordre chronologique, c'est cet homme que vous voyez à gauche de l'image, c'est le général Humberto Delgado. Humberto Delgado, c'est un général, comme son nom l'indique, qui a été longtemps protégé par le régime, qui a servi aux États-Unis, il a été attaché militaire à Washington,
Mais aux États-Unis, eh bien, il s'est pris d'admiration pour le système américain, et notamment pour le général Eisenhower, un général comme lui, président des États-Unis, qui ne ménage pas d'ailleurs son soutien au régime salazariste. Il a rencontré Salazar, il y a cette photo qui le représente en mai 1960, notamment quand il commandait les forces intégrées de l'OTAN. Il venait souvent à Lisbonne. Bref, le général Delgado va vouloir faire bouger un peu le système. C'est-à-dire qu'il considère à son retour des États-Unis qu'il faut essayer de trouver une solution et peut-être mettre de côté ce personnage, Salazar, parce qu'il considère qu'il a vieilli. Salazar, à ce moment-là, a près de 70 ans et il considère qu'il est passé de mode, qu'il ne comprend plus à rien. C'est ce qu'il dit, d'une certaine manière. Et il dit surtout une chose importante, je vais me présenter à l'élection présidentielle, chef de l'État. Formellement, ce n'est pas interdit par la Constitution, sauf que dans la pratique, c'est très difficile à mettre en œuvre. Il va se présenter, il dit « j'irai jusqu'au bout ». Ce qui est un acte très courageux parce qu'évidemment, tout le monde va lui tomber dessus, du moins le régime va lui tomber dessus très rapidement, d'autant qu'il reçoit le soutien des communistes dans la clandestinité qui disent qu'ils vont l'épauler. Et donc, c'est bien la preuve pour le régime que cet homme est téléguidé par Moscou, que c'est un agent soviétique en quelque sorte. Donc le général sans peur, c'est comme ça qu'on le surnomme, va effectivement aller jusqu'au bout. Et il dit une chose importante lorsqu'on l'interroge, les journalistes l'interrogent, on lui dit « mais si vous gagnez l'élection présidentielle, qu'est-ce que vous faites de Salazar ?» Parce que le chef de l'État, c'est celui qui a le pouvoir de nommer et de révoquer le président du Conseil, dans la constitution de l'État nouveau de 1933. Tolérance un petit peu, parce que c'est toujours des militaires, au prétorianisme, c'est-à-dire à cette mainmise des militaires sur le jeu politique. Eh bien, il répond, Delgado, obviamente, évidemment, ben je le renvoie. Nous sommes en mai 1958. Et donc Salazar, quand il entend ça, évidemment, il tombe symboliquement de sa chaise. C'est pas la première, c'est la première, mais pas la dernière fois. Et il va tout mettre en œuvre, évidemment, pour que ce général perde l'élection. Et il va perdre l'élection. Et il va lui pourrir la vie. Il va être obligé de s'exiler au Brésil pendant plusieurs années. Et il le fera assassiner, ou du moins la police politique l'assassinera. Sur sa décision ou pas, ça reste un point assez mystérieux encore aujourd'hui, mais la police politique, la PIDE, va assassiner Delgado en février 1965. Donc l'affaire tourne court, mais l'onde de choc, on parle de terremoto au Portugal, le séisme, le tremblement de terre, eh bien, va s'étendre pendant toutes les années 60 en disant voilà un homme qui s'est dressé, qui s'est levé et qui a dit il faut arrêter, il faut trouver une solution politique et changer de cap. Et les capitaines d'avril vont s'en souvenir ensuite. C'est un homme qui va beaucoup les influencer parce que c'était un militaire comme eux et un militaire très courageux qui s'est mis en rupture de banc avec l'establishment politique et militaire de l'époque au Portugal. Et puis le deuxième événement, quelques semaines plus tard, c'est cet évêque que vous voyez en haut à droite de l'image, l'évêque de Porto, qui va décider lui aussi de faire un pas de côté. C'est-à-dire qu'il écrit à Salazar pour le rencontrer en s'étonnant que les injustices et la pauvreté au Portugal soient toujours aussi importantes. Donc Salazar ne va pas le recevoir, va faire en sorte qu'il lui arrive beaucoup de misère. Il ne sera pas assassiné, mais il va se faire offrir un stage d'oxygénation en Italie, à Rome très précisément, où le Vatican va l'accueillir. Et quand il va vouloir rentrer au bout de 3 mois au Portugal, eh bien on va lui signifier que les voyages forment la jeunesse et qu'il est très très bien à l'étranger. Il ne rentrera d'exil contraint que 10 ans plus tard. Mais l'évêque de Porto, c'était un diocèse important, l'évêché de Porto, eh bien, ça va aussi avoir des répercussions. Parce que beaucoup vont se dire à ce moment-là, parmi les catholiques, qui est un des piliers du régime, du soutien du régime, ceux qu'on va appeler les catholiques progressistes vont se dire que là encore, peut-être, il va falloir évoluer et que trouver des solutions qui ne soient pas forcément identifiées à Salazar. Alors, l'année 1961 fait l'effet aussi d'un nouveau coup de semonce pour le régime, avec une succession de crises. Je vais aller très très vite parce que le temps est compté, mais retenez 2 choses. D'abord, le début des guerres coloniales, en 1961, en Angola. Les premiers troubles ont lieu et Salazar décide de réagir massivement. C'est-à-dire qu'il signifie très clairement qu'on ne négociera pas outre-mer, qu'il n'est pas possible pour le régime d'accorder une once d'autonomie, une once d'évolution sur le terrain colonial. Pourquoi ? Parce que depuis le début des années 30, le régime ne cesse de dire Angola est nos, l'Angola est nôtre, l'Afrique est nôtre et le Portugal n'est pas un petit pays. Et cette idée que le Portugal n'est pas un petit pays, qui est vraiment chevillée au régime salazariste,
eh bien, ça s'illustre à travers les colonies, les provinces d'outre-mer, comme on les appelle. Et donc, quand les premiers troubles ont lieu, on est en 1961 et déjà très en retard par rapport à d'autres pays européens qui ont été confrontés à des problèmes et des enjeux similaires, eh bien, le régime de Salazar se crispe sur cette question coloniale. Et à la fin de l'année 1961, c'est au milieu de la diapositive, c'est l'invasion de Goa. Goa, c'est quoi? Goa, c'est une survivance de ce qu'on a appelé l'État portugais de l'Inde, c'est-à-dire cette fresque historique qui a commencé à la fin du XVe siècle avec le voyage de Vasco de Gama, qui est arrivé en Inde par la voie maritime en 1498, et on a construit ensuite un système politique avec un archevêché dont la capitale était Goa en Inde. Et depuis, Goa est portugaise. Sauf que Nehru, de guerre lasse depuis l'indépendance de l'Inde, n'a cessé de dire, eh bien, il faut là aussi que Goa redevienne, c'est indien, ce n'est pas portugais. Salazar n'a rien voulu entendre pendant les années 1950 et fin 1961, il y a cette invasion. Là aussi, c'est important parce que ça va, pour les militaires, être un moment assez traumatisant. Pourquoi? Parce qu'il y a 3500 hommes qui constituent la garnison de Goa contre 50 000 hommes de l'Union indienne, les troupes de l'Union indienne. Et évidemment, le rapport est complètement asymétrique, sauf que Salazar a demandé de se défendre jusqu'à la mort, de défendre Goa jusqu'à la mort. En 36 heures, l'affaire est pliée, et l'amiral qui commande la garnison de Goa va être rappelé au Portugal, jugé et condamné par un tribunal militaire, condamné à une peine de prison. Ce qui, pour les militaires, évidemment, est assez gênant, parce que c'était un combat perdu d'avance et ça va évidemment avoir des conséquences. Alors les vents contraires de l'histoire soufflent sur le Portugal salazariste dans les années 1960. La question coloniale, vous l'avez compris, parce qu'elle ne cesse de s'intensifier avec 3 théâtres d'opération, l'Angola d'abord depuis 1961, la Guinée portugaise, la Guinée-Bissau à partir de 1963 et le Mozambique à partir de 1964. Et là, ce sont des moyens considérables qui sont mobilisés pour aller se battre, défendre cette fiction du Portugal, de la nation une, du Portugal pluricontinental, pluriracial, même dit le régime salazariste, qui va du Minho à Timor. Minho, c'est au nord du Portugal, Timor, c'est en Indonésie, pour bien montrer que voilà, c'est un ensemble très, très, très ambitieux qui fait que le Portugal n'est pas un petit pays et qui fait que, aux yeux du régime salazariste, une croyance que le Portugal a la légitimité d'être là parce qu'il a toujours été là et que d'une certaine manière, il défend une certaine idée de l'Occident en se battant jusqu'au bout. Nous avons été les premiers, nous serons les derniers, dit le régime salazariste, animé par un esprit de croisade. Et puis, évidemment, pendant ces années 1960, eh bien, le Portugal, qui est un pays pauvre, qui connaît une croissance économique, mais une croissance économique très inégalitaire, qui ne profite qu'à une petite partie de la population, avec des investissements étrangers notamment, eh bien, le pays est en proie à une émigration de plus en plus forte. Elle est nourrie à la fois par la pauvreté endémique qui sévit au Portugal, pour des raisons politiques, et pour des raisons aussi liées à l'opposition aux guerres coloniales. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes hommes refusent de servir outre-mer, donc les phénomènes de désertion, d'insoumission se multiplient et qui nourrissent des colonies entières, si l'on peut dire, de jeunes hommes qui vont trouver refuge, qui cherchent à quitter le Portugal dans des conditions très difficiles de clandestinité, le fameux salto qui caractérise ce passage dans la clandestinité, lié notamment à tous ceux qui ne refusent de faire le service militaire. Et le service militaire, dont la durée passe à 4 ans en 1968. Et donc, ce sont des centaines de milliers de personnes qui vont quitter le Portugal à ce moment-là. Près d'1 million de personnes qui vont prioritairement en France, mais aussi en Allemagne, etc. Et donc, le Portugal de Salazar est confronté à cette crise très profonde qui le prive d'une partie de sa population, alors que lui-même, le régime salazariste, avait dit depuis la fin des années 50, votre nouvel horizon, si vous émigrez, allez dans les colonies. Aller à l'outre-mer, en Angola et Mozambique. C'est ce qu'on va appeler le colonialisme tardif. Au pire des moments, au moment où tout le monde a décolonisé, que le régime refuse de le faire et qu'il y a des guerres coloniales. Donc c'est dans ce contexte-là que le régime salazariste s'affaiblit avec
en essayant de trouver quelques soutiens ici et là, toujours du côté de l'Église catholique, mais avec un succès limité, parce que le pape Paul VI, quand il rend visite au Portugal en 1967, pour le 50e anniversaire des apparitions de Fatima, eh bien, il est très en retrait, très mesuré dans le soutien qu'il affiche, et qu'il n'affiche pas plutôt, à l'égard du régime salazariste. Donc le régime essaye de se recentrer sur les fameux 3 F, le fado d'Amalia Rodriguez, qui est instrumentalisé comme ce chant emblématique du Portugal, Fatima, je viens de le dire, et puis le football parce que c'est l'époque où le Portugal connaît des succès importants sur la scène internationale, avec une équipe phare, le Benfica, et sa star, sa vedette de l'époque, Eusébio, qui remporte de nombreux trophées et dont l'équipe nationale portugaise arrive 3e à la Coupe du Monde de football en Angleterre à l'été 1966. Eusébio incarne les vertus du lusotropicalisme, c'est-à-dire les vertus supposées de ce mélange, de ce métissage inné qu'auraient les Portugais et qui serait l'incarnation de la colonisation douce, dit-on, que les Portugais ont toujours fait en Afrique. C'est une fiction, mais la propagande du régime, évidemment, s'en empare. Donc les 3 F. Alors Salazar, lui, eh bien, est très déclinant, sa santé est assez altérée. En 1968, à l'été 1968, il est victime d'un AVC en septembre qui va le laisser évidemment dans l'incapacité d'exercer ses fonctions. Et donc, le chef de l'État, la mort dans l'âme, va le destituer en quelque sorte, va trouver un remplaçant. Ce remplaçant, c'est cet homme que vous voyez ici à droite de la diapositive, c'est Marcelo Caetano. Caetano, c'est l'homme qui va être évidemment au point central le 25 avril, dans quelques instants, dont je vais vous parler. C'est un universitaire comme Salazar, il est professeur de droit, qui a occupé des fonctions éminentes au sein du régime, mais qui a été mis un peu de côté après la crise Delgado en 1958, et qui a été à la tête de l'Université de Lisbonne, recteur de l'Université de Lisbonne. Et pendant les mouvements étudiants de l'année 1962, les révoltes étudiantes qui se sont multipliées tout au long des années 1960, eh bien, Caetano a acquis une image un peu faussement de libéral, quelqu'un d'un peu moins rude que Salazar. Et c'est cet homme-là qui va être choisi par défaut. Il n'a pas été désigné du vivant politique de Salazar, mais désigné faute... Enfin, les autres candidats cochaient moins de cases que lui, en quelque sorte. Mais le chef de l'État ne le porte pas dans son cœur. Il considère que, justement, il n'est peut-être pas assez dur, peut-être trop libéral, et qu'il n'est pas capable de faire du salazarisme sans Salazar, ce qui est un peu l'objectif du régime, c'est-à-dire institutionnaliser l'État nouveau, alors que le grand personnage de référence, Salazar, n'est plus là. Et il meurt, Salazar, en juillet 1970, comme vous le voyez sur les images qui sont des reproductions des unes des journaux de l'époque. Alors, le Portugal de l'époque, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de tensions, beaucoup de manifestations, beaucoup d'oppositions qui se radicalisent au fil des années. Et avec l'exil forcé de beaucoup d'hommes politiques, de figures politiques, eh bien, vous avez en Europe une opposition qui commence à se mettre en place, à se structurer en exil. Álvaro Cunhal a réussi à s'échapper de la forteresse de Péniche en 1960 et va trouver refuge dans les pays d'Europe centrale et orientale, comme on dit, proche de l'Union soviétique. Et il vivra aussi un moment en France. Et puis l'autre grande figure de l'opposition en exil, c'est Mario Soares, qui va refonder le Parti socialiste en avril 1973 en Allemagne, avec le soutien du SPD allemand, des sociodémocrates allemands. Et donc on voit toute cette opposition qui s'organise, parce qu'ils ne peuvent pas vivre au Portugal, sinon ils sont emprisonnés, souvent torturés. Et donc c'est la seule solution qui s'offre à eux, c'est l'exil. Et de l'exil, évidemment, ils vont construire cette résistance au régime. Et puis, tous les émigrés, ils sont nombreux, eh bien, il y a une acculturation aussi, c'est-à-dire ils observent aussi ce qui se fait dans leur pays d'accueil, si l'on peut dire, même si les conditions de vie sont difficiles, les bidonvilles, etc., mais ils observent qu'il y a des droits syndicaux, ils observent qu'il y a aussi des possibilités de prendre des congés payés, qu'il y a un certain nombre, une législation sociale qui est beaucoup plus protectrice et en avance sur ce qui est pratiqué au Portugal, c'est-à-dire pas grand-chose, voire rien du tout. Et donc par ce biais-là aussi, nourrissent ce qu'on a appelé le plébiscite par les pieds, c'est-à-dire
par cette émigration, par ce départ, par le salto, vont nourrir aussi un certain nombre de courants d'opposition au régime. Et puis, sur la scène africaine, eh bien, le Portugal se trouve pris dans un véritable bourbier, dont la Guinée est certainement l'incarnation la plus forte. La Guinée avec son leader Amilcar Cabral, qui va être assassiné d'ailleurs en janvier 1973. Et la Guinée, c'est le Vietnam du Portugal. C'est-à-dire, c'est l'endroit où les troupes portugaises s'enlisent et n'arrivent plus à contrôler la situation. À tel point qu'en septembre 1973, eh bien, la Guinée autoproclame son indépendance. Et ce qui montre bien que les leaders du PAIGC proclament l'indépendance de la Guinée. Donc ce qui montre bien que la situation militairement est perdue en Guinée. Et en Guinée, vous avez un homme qui a longtemps commandé les troupes portugaises, c'est le général Spinola. Général Spinola, vous savez, on va le revoir, et vous l'avez, c'est une figure du film Capitaine Avril, la journée du 25 avril, c'est l'homme au monocle. Et le général Spinola, il a commandé en Guinée de 1968, nommé par Salazar, jusqu'en 1973. Et il a dit à plusieurs reprises, il faudra peut-être trouver d'autres solutions que militaires. Et ces solutions politiques, il va falloir les construire. Et il a pris des contacts localement, avec Senghor, avec d'autres, pour essayer de construire une voie de sortie qui ne soit pas infamante pour l'armée, c'est-à-dire la capitulation, c'est-à-dire éviter que se reproduise Goa. Parce que les militaires de haut rang, les généraux, ils ont ça en tête. Bref, tout ça va cristalliser, nourrir au sein de l'armée un certain nombre un mouvement qui va prendre corps. Alors un mouvement qui est d'une nature très très singulière, parce que c'est un mouvement qui va être orchestré, piloté par des officiers intermédiaires. C'est-à-dire des officiers, capitaines, majors, commandants, qui sont véritablement l'épine dorsale, le cœur du mouvement, ce qu'on va appeler le mouvement des capitaines ou le mouvement des forces armées. Il faut bien insister là-dessus, car en général, dans les systèmes qui s'organisent pour renverser un régime politique, par un coup d'État, ce que va être au début l'insurrection du 25 avril, ce sont souvent des officiers supérieurs. Et souvent aussi des officiers supérieurs qui le font, enfin dans la totalité des cas, qui le font, non pas pour promouvoir la démocratie et les libertés publiques, mais pour établir l'ordre et durcir. Exemple, septembre 1973 au Chili. Et c'est ce que beaucoup ont en tête à l'époque. Un officier supérieur, en général, le général Pinochet au Chili, quand il fait ce coup d'État avec le soutien de la CIA, c'est pour renverser une expérience politique originale, celle de Salvador Allende, la social-démocratie au Chili. Et donc, des officiers intermédiaires qui s'organisent, au début, a-t-on dit, et c'est vrai pour des raisons corporatistes, c'est-à-dire que leur statut était écorné, fragilisé, leur rémunération, leur prime, etc., tout ça était écorné, la concurrence des officiers miliciens, c'est-à-dire des officiers de réserve, des jeunes étudiants qui étaient formés à la hâte et auxquels on accordait des droits équivalents, eh bien, ça les a effectivement beaucoup meurtris. Mais très vite, ils vont s'organiser, à partir du mois de septembre 1973, se réunir régulièrement pour imaginer une solution, un avenir qui ne soit pas simplement corporatiste, c'est-à-dire de retrouver un statut et de faire en sorte que leur quotidien soit amélioré, mais de trouver une solution politique à une crise militaire. C'est ça le cœur, le noyau dur du processus qui va conduire au jeudi 25 avril 1974. Comment trouver une issue à une situation qui n'est plus tenable? Et ces jeunes officiers, ils ne sont pas très nombreux, 200. Hein. Il faut savoir qu'il y a 140 000 hommes portugais qui se battent outre-mer au début 1974. Donc c'est une partie de l'armée, et je vous dis des officiers intermédiaires. Mais ils ont tous cette conviction que la situation ne peut plus durer et qu'il ne peut pas y avoir de solution militaire outre-mer. Ça, c'est très très important. Alors ce sont ces hommes que vous voyez sur cette diapositive, enfin quelques-uns, quelques figures. Vasco Lourenço, qui est encore aujourd'hui l'une des figures de proue parce qu'il préside une association justement du 25 avril, de la mémoire du 25 avril. Et puis Vitor Alves, qui fut une des têtes pensantes du mouvement. Et puis en plein centre, Otelo Saraiva de Carvalho, le concepteur, celui qui va imaginer
le déroulé de la journée du 25 avril 1974. Et le film de Marian Medeiros leur rend un hommage justifié à tous ces hommes, à partir de... La plupart, ce sont des personnages réels hein, qui, dans le film. Certains sont un peu recomposés, inventés par rapport à plusieurs personnages, mais avec comme figure tutélaire, comme figure iconique, et qui va le devenir au fil du temps, et grâce notamment au film de Marian Medeiros, Salguero Maya, l'homme clé dont on va reparler de la journée du 25 avril 1974. Donc ces soldats, ces militaires, ils ont la conviction que c'est à eux. Alors c'est une vieille tradition, me direz-vous, au Portugal comme en péninsule ibérique, que des militaires s'occupent de politique. C'est-à-dire le prétorianisme, si vous voulez, qui est très actif en péninsule ibérique. Sauf que là, ils vont le faire avec une volonté d'abord de se mettre en porte-à-faux, en rupture avec leur hiérarchie militaire. La quasi-totalité des généraux restent fidèles au régime. Les deux seuls qui se sont rapprochés d'eux, enfin qu'ils ont approchés, c'est le général Costa Gomes et le général Spinola. Costa Gomes, c'est le chef d'état-major de l'armée, et Spinola, c'est le numéro 2, après son départ de Guinée. Et ils vont se rapprocher d'eux et faire de Costa Gomes certainement leur homme relais. C'est cet homme-là qui a leur préférence. Finalement, ça sera Spinola dans la journée du 25 avril. Mais tous les autres généraux, ceux qu'on appelle la brigade des rhumatisants, du rhumatisme, eh bien, continuent d'épauler le régime de Caetano. Caetano qui lui-même, après un timide tentative de libéraliser le régime, le printemps marcelliste en 1969, se révèle incapable finalement de trouver des solutions politiques à cette crise majeure. Et il ne le peut pas, d'abord parce que c'est un homme beaucoup plus indécis que Salazar d'une certaine manière, mais surtout parce que les ultras du régime, les plus durs du régime, autour de l'amiral Tomas, le chef de l'État, eh bien, considèrent que ce n'est pas négociable. C'est-à-dire qu'ils reprennent le discours de Salazar, le testament de Salazar en quelque sorte, qui disait « si le Portugal perd l'outre-mer, perd ses colonies, eh bien le Portugal disparaîtra ». Et donc, c'est ce discours-là que le régime, malgré quelques velléités timides de Caetano, va mener jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'à provoquer ce soulèvement de ces officiers intermédiaires qui se disent, eh bien, puisqu'ils ne veulent pas négocier, puisqu'ils n'ont pas trouvé pendant toutes ces années de solution politique, eh bien, on va les renverser. Et c'est cette idée donc, qui cristallise à la fin de l'hiver, au début du printemps 1974, et notamment lorsque Spinola et Costa Gomes sont démissionnés de leur fonction à la tête de l'état-major et qu'un régiment à Caldas da Rainha, le 16 mars 1974, tente un soulèvement assez improvisé, mais qui sert un peu de répétition générale et qui va inciter surtout ces officiers, les capitaines d'Avril, à accélérer le pas, à s'organiser et à confier à Otelo de Carvalho la mission de concevoir un plan pour renverser le régime. C'est l'opération Virage historique, fin de régime, qui consiste en une journée eh bien, à définir des objectifs, à isoler, repérer des troupes, des officiers qui peuvent être suffisamment costauds mentalement, parce qu'il faut beaucoup de sang-froid, beaucoup de détermination, pour mener à bien cette opération. Et donc, sur un papier, identifier les objectifs. Les objectifs sont prioritairement à Lisbonne, parce que Lisbonne est la capitale du pays, qui a les ministères, qui a les principales communications avec la radio, avec la RTP, la chaîne de télévision. Bref, il faut très vite prendre le contrôle de ces centres névralgiques, et c'est cette mission que Otelo de Carvalho va concevoir, organiser, structurer pendant les jours, la fin du mois de mars et une partie du mois d'avril, avec l'objectif de faire ça avant le 1er mai, parce que le 1er mai, c'est un moment qu'on sait susceptible d'être très contrôlé, surveillé par le régime. Le 1er mai, la fête des travailleurs n'est pas autorisée au Portugal salazariste, mais traditionnellement, il y a des rassemblements et tout. Et là, ils savent qu'ils vont être encore plus surveillés. Les capitaines, le mouvement des forces armées est déjà pas mal surveillé. Et donc, ils décident d'accélérer la cadence pour se mettre d'accord sur cette date du jeudi 25 avril. Alors, le jeudi 25 avril, c'est la journée, comme on dit au Portugal, la journée initiale, le jour entier et pur,
où nous avons émergé de la nuée du silence, selon la phrase célèbre d'une poétesse, Sofiane Melo Breiner Andresen, qui est un très très beau poème, qui s'appelle très court, et qui dit l'essentiel en quelques mots, comme souvent chez les poètes, qui s'appelle 25 d'avril, le 25 avril. Et donc c'est ce poème qui dit toute la force, toute l'intensité de ce jour initial. Alors le jour initial, là je vous ai mis quelques images, références aussi, et notamment l'ouvrage que je vous recommande, le mien bien évidemment, mais celui en français de Victor Pereira, qui est vraiment très intéressant. C'est le peuple qui commande, hein. Une vision très, très large, panoramique sur tout le processus, et la journée du 25, bien évidemment. Et donc ce jour initial, c'est un moment totalement singulier dans l'histoire européenne. Parce que, et dans l'histoire des sorties de dictature. Comment sortir d'une dictature aussi longue? À l'époque, le Portugal, c'est la plus longue dictature d'Europe occidentale. 48 ans, si on prend en compte la dictature militaire depuis le 28 mai 1926. 48 ans de dictature. Comment sortons d'une dictature? Eh bien, ce que les militaires d'Avril vont expérimenter, c'est la sortie par rupture, c'est-à-dire de manière non négociée, à la différence d'autres dispositifs, d'autres méthodes qui seront expérimentées ailleurs. Donc choisir un mode bien particulier qui consiste à provoquer un coup d'État, le réussir, et ils ont pris quelques contacts, mais ils vont être eux-mêmes dans la matinée surpris, étonnés de l'engouement populaire, du soutien populaire qui va se manifester de manière très très forte dès le petit matin, dès le milieu de la matinée, où la liesse et le soutien du peuple va transformer ce qui n'était au départ qu'un coup d'État militaire en une révolution à la portée importante, multiple, sociale, politique, etc. Et donc cette journée du 25 avril, elle est très importante parce que, de manière très singulière, elle se termine à la fin de la journée avec une situation qui est politiquement totalement différente de ce qu'elle était 24 heures plus tôt. À la fin de la journée du 25 avril, la dictature a été renversée. Ses principaux responsables ont démissionné et sont envoyés en exil. Et donc, en moins de 24 heures, hein, c'est unité de temps, unité de lieu, unité d'action, mais sans la tragédie, enfin du moins en évitant pour l'essentiel la tragédie, c'est-à-dire l'effusion de sang. Les militaires ont cherché à promouvoir une révolution, un coup d'État pacifique. Pacifique mais déterminé. Il faut toujours insister là-dessus. On sait la fin de l'histoire. Effectivement, c'est à la fin de la journée que la police politique, la PIDE, qui s'était retranchée dans son quartier général, a ouvert le feu sur la foule et a fait 4 morts et plusieurs dizaines de blessés. Mais ce n'est pas le fait des capitaines d'Avril, du mouvement lui-même. C'est une réaction à la fois de peur et de défense de dernière minute, dernier sursaut en quelque sorte, de défense du régime qui a provoqué ces morts. Pour les capitaines d'Avril, l'idée c'était effectivement d'éviter de verser le sang parce que, disait-il, on a trop versé de sang, on a trop commis d'exactions, des massacres épouvantables pendant les guerres coloniales. Et donc il y a une sorte de volonté qui les unit de ne pas verser le sang. Pour autant, ils sont très déterminés, parce qu'ils savent que pour eux, ils ne feront pas machine arrière. Et ne pas faire machine arrière, nous on connaît la fin de l'histoire. On sait comment la journée du 25 avril s'est terminée. Plutôt bien pour eux. Mais eux, au petit matin, quand ils se mettent en mouvement, après avoir entendu la fameuse chanson Glendula Villa Morena, qui est diffusée à 0h20, et qui leur donne le signal, ceux qui sont dans la conspiration, qu'il faut y aller. Ben, ils ne savent pas que ça va bien tourner. Ils se disent plutôt que ça risque de mal se passer. Et donc, ils sont prêts à se défendre. Ils ont des armes et des munitions. Et ils sont prêts à s'en servir si ça tourne mal. Et ils ont fait des économies dans les semaines qui ont précédé. Salguero Maya l'a souvent raconté, mais il disait à l'entraînement, quand on nous demandait de tirer 60 cartouches, on n'en tirait que 45. Et on en mettait 15 de côté, qui échappaient à la comptabilité. Et donc, ils ont des armes et des munitions. Et ils sont prêts à les utiliser. Mais ils vont tout faire, évidemment, pour que ça ne se passe pas ainsi. Alors, cette journée du 25 avril, c'est la journée que magnifie et illustre le film, notamment de Marian Medeiros, Les Capitaines d'Avril. C'est une journée assez extraordinaire, puisqu'elle commence par une chanson, Glendula, 0h20, des mouvements de troupes qui vont se diriger prioritairement vers les objectifs qui ont été définis en centre-ville par Otelo de Carvalho et qui vont consister à isoler le régime, c'est-à-dire à le priver de ses communications. Otelo de Carvalho, il est dans son poste de commandement, on l'entend, sa voix dans le film de Marian Medeiros, Oscar,
Hein, Oscar, c'est Otello Carvalho, ça veut dire Otello Sarayvat Carvalho. Oscar, c'est ça. Hein, ils ont tous des noms de code. 12 noms de code, et les lieux, c'est des noms de code. Hein, avec Tokyo, avec le siège de la police politique, c'est Moscou, avec l'aéroport, c'est New York, non, c'est le Christ-Roi, voilà, tous les centres sont identifiés par des noms de villes, par des noms de code, et les principaux acteurs aussi avec des noms de code. Et donc Oscar, lui, il écoute les communications du régime. Et il sait que ce qu'ils essayent de faire, ou plutôt il sait très vite qu'ils n'ont pas bien compris la portée de ce qui est en train de se passer. Et le régime va prendre cette décision, la police politique va prendre la décision de placer le chef du gouvernement, Marcelo Caetano, de le placer peut-être au pire des endroits où on pourrait le placer, c'est-à-dire à la caserne du Carme, c'est-à-dire la caserne de la GNR, qui est une force loyaliste, qui est restée fidèle au régime, la garde nationale républicaine, mais qui est en plein cœur de Lisbonne. Et c'est une souricière. C'est-à-dire, c'est une petite place, hein, si vous connaissez Lisbonne, c'est une place petite, pas facile d'accès, et quand on est à l'intérieur, c'est pas facile d'en ressortir s'il y a du monde autour. Et c'est ce qui va se passer. Et donc, ces forces, ces troupes, eh bien, prennent contrôle des ministères, des centres de communication, et au petit matin, ont déjà réalisé une partie du travail, sans coup férir et sans tirer de coups de feu. À partir de 9 h le matin, les choses vont un peu se détraquer avec une frégate qui arrive le long de la place du Commerce et qui va vouloir faire feu sur les officiers, les capitaines et les troupes insurgées. Et puis finalement, les soldats qui sont à bord, les marins qui sont à bord, ne vont pas tirer. Il est 9 h. Et quelques minutes plus tard, la scène également est très célèbre, Salgueiro Maia va aller à la rencontre des troupes qui sont restées fidèles et qui cherchent à empêcher la sortie de cette place du Commerce à Lisbonne. Et donc, vous avez des blindés, des soldats qui sont commandés par un général de brigade qui est très excité et qui veut en découdre avec ses officiers insurgés. Et qui va demander de faire feu sur Salgueiro Maia et ses officiers. Et là, un moment assez étonnant, qui est magnifiquement rendu dans le film, mais les soldats ne vont pas faire feu. C'est-à-dire qu'ils vont se désolidariser, ils ne vont pas obéir aux ordres et rejoindre au contraire les officiers, les capitaines. Et ça, c'est le moment clé. Salgueiro Maia le dira plus tard. À ce moment-là, il a dit, il m'a pas dit à moi parce que je ne l'ai pas connu, il a dit, voilà, je me suis mordu les lèvres parce que j'ai pris conscience à ce moment-là qu'on avait gagné le 25 avril. Il est à peu près 10h30 le matin. Et là, cette foule qui était déjà très présente, parce que les gens vont travailler tôt à Lisbonne, traversent le Tage, et dès 6h du matin, dès 5h, Paris s'éveille, on disait à l'époque, 5h, Lisbonne s'éveille, et les gens sont partis travailler, et ont vu sur le Terreiro do Paço, la place du Commerce, ils ont vu ces soldats en se demandant bien, en se disant, mais c'est le Chili. Enfin, c'était très, très bizarre à 6-7 heures du matin. Et très vite, les communiqués du MFA disaient, ne restez chez vous, ne sortez pas. Mais petit à petit, on donnait quelques indices en disant, on est là aussi pour rétablir les libertés dont ce pays a été si longtemps privé. Et donc, ce n'est pas le Chili qui recommence en quelque sorte. Et donc cette foule, elle observe, dans la partie basse de la ville, elle observe ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est ce que je viens de vous raconter. Le capitaine Maia qui obtient, sans coup de feu, la reddition en quelque sorte des troupes loyalistes. Une partie du moins d'entre elles. Et ça, c'est un acte fort parce que là, le déferlement, la liesse populaire va pouvoir se libérer. C'est-à-dire c'est une digue, un barrage qui cède, qui rompt à ce moment-là. Et là, on assiste à toutes ces scènes, vous en avez quelques-unes à l'image, et bien d'autres, c'est une sélection, où on voit la foule qui est dans les rues de Lisbonne et qui va apporter un soutien très fort aux militaires insurgés, à tel point qu'il y a ces scènes célèbres, Révolution des œillets. Pourquoi ? Parce que lorsque Maia reçoit l'ordre, comme d'Otello, Oscar, d'aller sortir Lapin de son terrier, c'est le nom de code, sortir Lapin de son terrier, ça veut dire aller sortir Marcelo Caetano, ils l'ont surnommé Lapin, de la caserne du Carmo. Eh bien, il lui dit, voilà, maintenant il faut y aller, ton objectif c'est de prendre le contrôle et d'obtenir la reddition de Caetano. Et sur le chemin, pour aller à la caserne du Carme, eh bien, ils vont croiser ces militaires, ces officiers, Maia et les autres. Ils vont croiser une foule en liesse. Ils sont très impressionnés. Ils n'attendaient pas un tel déferlement, une telle liesse populaire. Et puis, c'est là qu'a lieu la fameuse scène des œillets. C'est-à-dire que, eh bien, il y a une femme, Fleury, il y en a plusieurs, mais il y en a une
qui a sur les bras ses œillets, parce qu'il y en a beaucoup à cette période de l'année au Portugal. Et elle dit, voilà, on lui demande, alors la légende, mais proche de la réalité, des soldats lui demandent, mais est-ce que vous avez des cigarettes, quoi? Et non, j'ai pas de cigarettes, mais j'ai des œillets. Et plutôt que de garder ses œillets, puisqu'elle ne pouvait pas les écouler aux terrasses des restaurants où elle travaillait ce midi-là, et les restaurants dans la partie de la ville étaient fermés, eh bien, elle va les offrir spontanément aux soldats, qui vont les mettre aux boutonnières de leurs uniformes, aux canons des fusils, et donc cette image qui va devenir iconique des œillets d'avril, des œillets rouges majoritairement et blancs pour certains, qu'on voit à peu près partout. Vous voyez sur ces images, on voit des œillets partout qui vont évidemment donner cette tonalité si particulière à la journée du 25 avril. Alors, cette journée du 25 avril, elle va se poursuivre dans l'après-midi par un moment clé qui est d'obtenir la démission de Marcelo Caetano. Caetano, lui, c'est pas ces images-là, on va revenir là. Bon, c'est pas très loin, là, les images que vous voyez, là, pas très loin des blindés que vous apercevez sur l'image, avec en personnage clé, figure référence, eh bien Salgueiro Maia. C'est lui qu'on a chargé d'obtenir la reddition, et il va effectivement encercler la caserne du Carme pour obtenir la reddition de Caetano. Sauf que Caetano, il a vu tout ça, mais il ne veut pas se laisser faire, ou du moins il considère qu'il faut gagner un peu de temps. Et Maia va recevoir l'ordre assez rapidement d'Oscar de faire usage des armes, parce que la méthode douce ne marche pas. Et donc Maia, au début, hésite un peu. Il a même cette phrase qui était beaucoup rapportée, mais qui dit si on tire sur la façade, qu'est-ce qu'il va payer? Parce que ça va nous coûter cher, on va détruire quand même pas mal de matériel. Et Othello lui répond écoute, voilà, vas-y maintenant, on n'a que trop tardé, il est 15 heures à peu près. Et donc Maia va prendre son mégaphone et s'adresser à la foule qui est sur la place en disant retirez-vous, mettez-vous à l'abri, parce qu'on va tirer sur la façade. On va faire des tirs de sommation. Donc à 1, 2, 3, et bien, au bout de 3, eh bien, il tire sur la façade. Et il y a des rafales de mitraillettes, et donc évidemment panique à bord au sein de la caserne. Caetano et les deux ministres qui sont avec lui et les soldats qui sont là et se disent oula, c'est en train de prendre une sale tournure. Et donc Salgueiro Maia va pouvoir entrer dans la caserne, discuter avec Caetano, mais Caetano lui dit bon, j'ai bien compris que j'ai plus la situation en main. Il ne le dit pas comme ça, mais enfin c'est l'idée, que voilà, cette foule, mais cette populace me fait peur. Moi, ce que je veux, c'est remettre ma démission, mais à un officier supérieur, un général, un colonel éventuellement, mais un général. Et ajoute-t-il à Maia pour éviter que le pouvoir tombe dans la rue. Et donc Maia, un capitaine, simple capitaine, ne peut pas recevoir la reddition d'un président du Conseil. Et donc, notre Maia ressort de la caserne. Là, des émissaires de Spinola vont rentrer dans la boucle parce que Othello de Carvalho va mandater Spinola, le seul des deux généraux qu'ils ont sous la main pour la journée, eh bien, d'essayer d'obtenir la reddition de Caetano. Donc Spinola va arriver en majesté avec son monocle, très hiérarchique, avec son uniforme. C'est pas un capitaine, hein, et c'est pas, on va le voir ensuite, c'est pas un grand démocrate non plus. Mais c'est quelqu'un qui a un passé militaire, qui a beaucoup servi l'Ancien Régime, mais c'est lui qui va obtenir la reddition quelques minutes après 18h de Marcelo Caetano. Et Caetano a demandé en échange à Maia d'avoir la vie sauve en quelque sorte, c'est-à-dire d'être exfiltré et comme il lui a dit, eh bien, qu'il puisse être traité avec la dignité dont il a toujours fait preuve dans l'exercice de ses fonctions, lui déclare-t-il. Et donc Maia prend cet engagement et un blindé va reculer vers la caserne pour exfiltrer littéralement, alors que la foule est compacte et ça hurle. À bas le fascisme, à bas le régime, à bas Caetano, etc. Donc la pression est maximale pour exfiltrer Caetano et ses deux ministres qui vont être envoyés assez rapidement à l'aéroport de Lisbonne, d'où ils vont partir pour Madère, archipel atlantique, et ensuite, très vite, au Brésil. Et Caetano va mourir au Brésil quelques années plus tard, en 1980, sans avoir remis les pieds au Portugal. Alors, cette journée se termine le 25 avril par la déclaration que fait le mouvement des forces armées, ou plutôt la Junte de salut national, avec à sa tête Spinola, pour dire voilà,
le régime a vécu, nous avons obtenu sa reddition, nous supprimons la police politique, nous supprimons la censure, et alors là, ça tangue un peu plus avec Spinola, on va libérer les prisonniers politiques. Parce que lui, Spinola, les prisonniers politiques, pour lui, c'est des prisonniers souvent de droit commun, qui ont mis des exactions. Donc, mais le mouvement des forces armées, la pression populaire fait que les prisonniers politiques, la prison de Caxias, qui est à la sortie de Lisbonne, eh bien, au matin du 26 avril, vont être libérés. Donc là aussi, avec la pression, la liesse populaire. Donc le 25 avril se termine, hormis les coups de feu dramatiques tirés par la police politique, qui ne se rend que le lendemain matin, hein, et sous la pression, notamment de Spinola, qui appelle le général qui commande la police politique pour remettre les armes. Eh bien, l'épisode est clos. La dictature a vécu. Ce qui est tout à fait, je vous dis, singulier et remarquable à certains égards à l'échelle de l'histoire mondiale et de ce type d'événement. Alors, ensuite, eh bien, vous avez tout un processus qui va se poursuivre et s'approfondir à partir du 25 avril, ou plutôt du 1er mai. Le 1er mai étant cette fête tout à fait, une liesse populaire indescriptible. On célèbre la liberté retrouvée, la fraternité. Et vous avez donc des centaines de milliers de personnes qui sont dans les rues de Lisbonne, de Porto et d'ailleurs. Et là, les images qu'il y a derrière, eh bien, c'est à Lisbonne principalement, où vous avez une foule impressionnante qui ovationne les militaires qui ont fait le soulèvement et qui ovationne aussi des personnalités politiques qui sont revenues d'exil. Et deux d'entre elles notamment, Mário Soares, que vous voyez là à l'image, et Álvaro Cunhal, donc le PS, et le Parti communiste. L'un est rentré le 28 avril au matin, et l'autre avec le train de la liberté, comme on l'a appelé, et puis Cunhal est rentré de Paris en avion le 30 avril. Et donc le 1er mai, ils sont ovationnés par la foule dans les rues de Lisbonne, sur la place à Lisbonne. Et comme le dira Soares ensuite, eh bien, c'est là que les ennuis commencent en quelque sorte. C'est-à-dire que la suite, évidemment, va révéler un certain nombre, l'absence d'unité au sein du mouvement des forces armées, un certain nombre de divergences, de divisions, de tensions qui vont les opposer aux civils, au pouvoir civil, ou ceux qui veulent incarner à travers les partis politiques qui n'existent pas, qui vont se reconstituer, qui vont se mettre en place dans les mois qui suivent, et puis le peuple. Le peuple qui est sur le terrain et qui va réaliser, provoquer un certain nombre d'avancées, d'initiatives par des occupations d'usines, des occupations de terres, etc., pour que le processus aille le plus vite et le plus loin possible. Et donc, le processus qui suit, qui va durer, on va dire, moins de 2 ans, pour pas tomber dans des polémiques, mais disons dont l'un des coups d'arrêt principaux se fait au mois de novembre 1975, eh bien ce processus, on va l'appeler progressivement au fur et à mesure le PREC, le processus révolutionnaire en cours, et c'est ce moment où beaucoup pensent que tout est possible au Portugal. C'est-à-dire que tout le système oppressif a volé en éclats, l'État policier salazariste a été mis à mal, a été mis à bas, ce qui va d'ailleurs aussi après un affaiblissement de l'État. Et un des enjeux aussi du pouvoir politique, ça va être justement d'organiser la transition et ce pouvoir de l'État. Et donc, vous avez des jeux d'acteurs qui vont être très très complexes pendant les mois qui suivent. Alors je dis ça, vous voyez, de manière assez ampoulée, assez générale, parce que je répondrai à toutes vos questions, bien sûr, mais si on rentre dans les détails, on va faire une deuxième conférence et je pense que dans quelques minutes, on va me couper le micro. Alors, parce que l'heure tourne. Et donc, vous avez un homme qui, au début, va incarner d'une certaine manière, à l'étranger notamment, la révolution des œillets, c'est le général au monocle. L'homme que vous voyez ici, là, à l'écran, le général Spinola. Le général Spinola, c'est l'homme qui, devant les caméras, devant la presse étrangère, apparaît le plus. Alors que c'est un travail collectif, le MFA. C'est une unité, c'est un groupe. Mais Spinola, évidemment, a pour lui une image, il est connu, et évidemment, il a cette pose tout à fait particulière qui le rend, qui glace un petit peu, et qui fait qu'il va vouloir jouer très rapidement un rôle disproportionné par rapport à celui qu'il a joué antérieurement, et sur même le 25 avril. C'est-à-dire, il va vouloir être, certains diront, le De Gaulle portugais, bref, après la crise du 13 mai, si vous voulez, il va vouloir incarner ce rôle en présidentialisant à outrance, c'est-à-dire en imaginant avec son Premier ministre, un civil, Palma Carlos, de faire une constitution ou de s'acheminer vers un système institutionnel qui lui donnerait des pouvoirs importants.
donc autour de sa personne. Et puis le deuxième angle d'attaque qui va le fragiliser vis-à-vis du mouvement des forces armées, une partie du peuple, c'est la question coloniale. La question coloniale qui est centrale, puisque la révolution a été faite pour, disent le mouvement des forces armées, décoloniser, développer et démocratiser, les 3D, mais décoloniser. Et ça, Spinola ne veut pas tellement en entendre parler. Lui, son idée qu'il avait développée dans un ouvrage paru en février 1974, c'était de dire il faut s'acheminer vers une solution politique, certes, mais d'autonomie dans un cas d'un système fédératif, à une sorte de Commonwealth à la portugaise. Une idée qui traînait depuis beaucoup d'années. En 1961, le ministre de la Défense de l'époque avait fait un coup d'État, une tentative du moins, un peu autour de cette idée. Et Caetano, à certains moments, l'avait caressé aussi sans pouvoir s'y résoudre. Spinola, c'est son idée, mais décoloniser, non. Et donc, il y a beaucoup de tensions qui vont se développer pendant les mois qui suivent, parce que dans la rue, eh bien, vous voyez ces manifestations autour de la question coloniale, hein, ce sont des photos qui ont été prises à l'été 1974, eh bien, vous avez beaucoup de manifestations pour exiger, pour demander non seulement l'arrêt des combats, le cessez-le-feu, mais surtout qu'on s'achemine vers la négociation et l'indépendance des provinces d'outre-mer, des colonies africaines. Et donc Spinola va rentrer évidemment en contradiction avec tout ça, et il va se faire forcer la main à la fois par une partie du mouvement des forces armées et par les forces civiles, à commencer par Mario Soares, ministre des Affaires étrangères, qui va accélérer le processus et finaliser un dispositif vis-à-vis de la Guinée, puisque la Guinée avait déjà autoproclamé son indépendance, et ça va aboutir au mois de septembre 1970. Avec un cadre aussi qui va être défini vis-à-vis du Mozambique. Les choses vont être encore plus compliquées vis-à-vis de l'Angola, parce qu'en Angola, vous avez trois groupes qui se battaient, trois forces qui se battaient contre la force coloniale, contre le Portugal, mais qui se battaient aussi entre elles. Et donc la suite va montrer tous les problèmes liés à cette décolonisation et une guerre civile qui va s'ensuivre. Mais c'est une pression très forte à l'été 1974 pour avancer de manière résolue. Et donc Spinola, ça coince. Donc Spinola va être mis de côté, va être évincé à la fin du mois de septembre 1974. Et là, c'est une autre phase qui s'ouvre. Alors, avec, je le disais tout à l'heure, beaucoup de mouvements sociaux, avec une volonté évidemment que le droit de grève soit instauré, mais avec les réticences du Parti communiste déjà à l'époque, avec des avancées sociales majeures qui sont demandées sur le terrain, des expérimentations. On occupe les usines parce que dans beaucoup d'usines, eh bien, les propriétaires, les patrons ont quitté le Portugal. Et donc, vous avez des mouvements revendicatifs, comme ceux que j'ai mis à l'écran, où vous avez, dans une filiale d'un groupe américain, eh bien, des mouvements sociaux pour lutter contre le licenciement qui a été décidé de dizaines et de dizaines de salariés. Bref, le Portugal est en effervescence pendant tous ces mois et avec des périodes de forte intensité, notamment au moment de la crise du mois de mars 1975, où vous avez des forces, on va dire, contre-révolutionnaires qui tentent un coup d'État le 11 mars, qui va, avec l'ombre de Spinola, qui n'a pas voulu se résigner à être mis sur la touche. Et donc, à partir du 11 mars 1975, vous avez une fuite en avant, une avancée très radicale de la révolution, du processus révolutionnaire, avec les nationalisations qui sont décidées dans la foulée, et une institutionnalisation du Conseil de la Révolution, qui est créé à ce moment-là, organisme tutélaire, coopté, porté par des militaires, et qui est à la fois le moteur et le garant de la révolution. Et puis, en même temps, est décidé d'accélérer le processus électoral avec la convocation d'élections à l'Assemblée constituante le 25 avril 1975. Alors, ces élections du 25 avril 1975, elles sont évidemment un moment majeur, fort dans l'histoire du processus révolutionnaire, parce que vous avez un taux de participation incroyable, c'est-à-dire 92% de participation. Et c'est le suffrage universel masculin-féminin pour tous les plus de 18 ans, les personnes âgées de plus de 18 ans. C'est la première fois qu'on peut voter aussi massivement au Portugal. Et les files d'attente sont impressionnantes. On va voter. Et la photographie, évidemment, que donnent ces élections à l'Assemblée constituante, eh bien, elle est très particulière parce que le parti qui arrive en tête très largement, c'est le Parti socialiste de Mario Soares, qui obtient près de 38% des voix et qui devance la droite, centre-droite, enfin le centre, comme on disait à l'époque, le Parti populaire démocratique PSD, et très loin derrière, le Parti communiste, qui obtient 12,5% des voix, avec un parti satellite qui en obtient 3,5-4%, et donc c'est à peu près 16%.
Et donc vous avez une photographie dont évidemment les partis politiques vont se servir pour asseoir leur légitimité. Et tout ça va rentrer évidemment dans des résonances et des contradictions très fortes à l'été 1975, ce qu'on appelle l'été chaud au Portugal, où là, eh bien, vous avez des permanences du Parti communiste qui sont attaquées dans le nord, l'Église catholique qui fait entendre sa voix pour dire qu'il faut en finir avec ce processus révolutionnaire, avec des tensions au sein du MFA, avec entre l'extrême gauche et le Parti communiste des tensions multiples. Bref, beaucoup de tensions, la crainte réelle ou supposée que le pays tombe en guerre civile, que le Parti communiste prenne le pouvoir aux yeux des Occidentaux, d'où ces images que vous voyez sur la une de Time Magazine. Et donc pour beaucoup, c'est la caricature qui est au plein centre de l'image, le Portugal est vraiment un problème difficile. C'est une caricature de l'époque et vous voyez devant le tableau noir du Portugal, eh bien, tous les idéologues, tous les penseurs de l'époque qui sont réunis. Et d'avant, vous avez Marx, vous avez Trotsky, vous avez Lénine, vous avez Mao, vous avez Staline, bref, la liste, vous avez Castro, vous avez Guevara. Et puis, vous avez un Français, Jean-Paul Sartre, je vous le laisse l'apercevoir, le deviner, il n'est pas très grand, il a une pipe, et une femme, Rosa Luxembourg, et avec son bonnet d'âne, tout petit, assis, comme un petit élève qui n'a pas compris ce qui se passe au Portugal, Kissinger, le secrétaire d'État américain. Donc c'est assez révélateur, ça montre bien ce qu'est la complexité de la situation, avec justement, dans un contexte de guerre froide, hein, de détente de la guerre froide, où chacun cherche évidemment à protéger ses intérêts. N'oublions pas que le Portugal est membre de l'Alliance Atlantique, et les premiers gouvernements provisoires ont toujours dit « nous respecterons les engagements internationaux du Portugal », c'est-à-dire l'ancrage atlantique du Portugal. Et donc pour les Américains et l'Alliance Atlantique, il est important que le Portugal ne bascule pas, sinon dans l'orbite soviétique, mais du moins dans une forme de tiers-mondisme, comme on disait à l'époque, de non-alignement qui pourrait être préjudiciable et qui en ferait un partenaire pas fiable dans le cadre de l'Alliance Atlantique. On pourra en reparler, mais les jeux d'acteurs sont multiples. Et puis, Fidel Castro accueille à Cuba l'une des figures de la révolution des œillets, Otelo Saraiva de Carvalho, qui va évidemment, ces images vont beaucoup circuler, et il va être présenté comme le Fidel Castro portugais, ce qu'il n'était pas. Alors, le processus s'achève, passé cette phase extrêmement effervescente avec beaucoup d'initiatives au niveau militaire, des soldats créent des structures très autonomes qui refusent d'obéir à la hiérarchie, les SUV, les soldats unis vaincront, bref, beaucoup de choses se mettent en place à la sortie de l'été pour aboutir à une situation assez confuse au mois de novembre où, de manière, certainement une forme de provocation, mais les forces les plus radicales au sein du mouvement des forces armées tentent une action le 25 novembre avec les parachutistes pour reprendre la situation en main qui leur échappait pas mal, et sans que le Parti communiste bouge vraiment. Et ça va provoquer une réaction déjà fortement anticipée, et c'est pour ça que je vous parlais peut-être de provocation, venant des modérés au sein du mouvement des forces armées. Cet homme que vous voyez au centre de l'image, qui sera le futur premier président de la République portugaise démocratique, le général Yanes, qui va reprendre la situation en main, ce sont les modérés, et qui vont conduire le Portugal vers une voie qui n'était pas la seule solution possible, la seule option possible, la voie d'une solution à l'occidentale, c'est-à-dire d'une démocratie libérale à l'européenne. Ce qui n'était pas la seule possibilité, la seule option possible, et les tensions durant le processus révolutionnaire l'ont bien montré. Mais c'est la solution qui va finalement être retenue, avec un processus constitutionnel qui aboutit cette fois-ci, c'est-à-dire l'Assemblée constituante écrit une constitution qui est promulguée le 2 avril 1976 et qui va permettre donc de donner un cadre légal, constitutionnel, à ce processus révolutionnaire. On maintient le Conseil de la Révolution, il ne sera supprimé qu'en 1982, c'est une concession importante aux militaires, mais c'est la consécration de la montée en puissance du pouvoir civil, avec des élections législatives qui ont lieu le 25 avril 1976, qui vont être remportées par cet homme, Mário Soares, le premier secrétaire du Parti socialiste, qui va faire déjà la campagne sur le thème de l'Europe, hein, ce slogan « L'Europe est avec nous », parce qu'il a la conviction qu'il va développer dans les mois qui suivent, que le seul moyen de consolider, d'arrimer solidement la démocratie au Portugal, c'est de s'orienter, c'est de faire le choix de l'Europe, de se rapprocher de l'Europe.
C'est une conviction profonde qu'il a et qu'il va finir par imposer, puisque au printemps 1977, la demande d'adhésion sera déposée auprès des partenaires européens. Il avait lui-même beaucoup de relations au sein notamment de l'Internationale socialiste, les hommes du SPD, Olof Palme et puis François Mitterrand en France. Alors, je termine, je vous rassure, là je vais passer parce que, oui, cette idée, la Révolution portugaise va être utilisée ensuite, va servir de symbole, ou plutôt de contre-exemple, à ce qu'on a appelé le début de la troisième vague. La troisième vague, ce sont des travaux qui sont portés notamment par un politiste nord-américain, Samuel Huntington, avant le clash des civilisations et ses travaux, qui l'ont ensuite rendu encore plus célèbre, mais il a écrit un livre en 91 qui s'appelait The Third Wave, la troisième vague, où il disait... La troisième vague de démocratisation, c'est-à-dire après celle des années 1820, après celle postérieure à la Seconde Guerre mondiale, eh bien cette troisième vague de démocratisation, elle a commencé le jeudi 25 avril 1975 à Lisbonne. Mais pour ajouter dans la foulée que finalement ce n'était pas la bonne solution, ce n'était pas la voie à suivre. Parce que du point de vue des Nord-Américains, on est dans la période... la fin de l'histoire, si vous voulez, hein, c'est-à-dire le contexte des années 80. Pour les adeptes de la transitologie, le bon modèle, c'est plutôt le modèle espagnol, c'est-à-dire d'une transition pactée. Dans le cas portugais, c'est par rupture. Et une rupture qui aurait pu ouvrir le champ des possibles et qui a ouvert le champ des possibles. Et, disent-ils, c'est un miracle qu'on en soit arrivé finalement à cette situation qu'ils qualifient d'équilibrée, de démocratie libérale à l'européenne. Et donc, c'est plutôt un contre-exemple. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que d'une certaine manière, le 25 avril sera sera une source d'inspiration. Beaucoup s'y rendront, feront du militantisme au Portugal à l'époque, et essaieront de s'en inspirer, mais ne sera jamais reproduit à l'identique. Et les transitions à la démocratie en Amérique du Sud, en Europe centrale et orientale, à la fin des années 80, par la suite partout dans le monde, même les printemps arabes, etc., ne reprendront pas à leur compte le modèle portugais, mais plutôt ces modèles de transition pactée, comme fut la transition espagnole après la mort de Franco. Alors, je termine, et je vous en êtes ravi, mais surtout parce que l'heure tourne. Il me reste 5 minutes, non, peut-être? Oui, à peu près. Donc, dans un troisième temps, cet événement, le 25 avril, ça signifie deux choses au Portugal encore aujourd'hui. C'est d'abord la journée du 25 avril, c'est le jour de la liberté, hein, et c'est commémoré comme tel depuis 1977, c'est un jour férié. Donc le 25 avril, c'est l'événement, la journée du 25 avril, mais c'est aussi un processus révolutionnaire. Un processus révolutionnaire complexe, et on désigne souvent le PREC ou tout le process qui suit la journée du 25 avril par, ça agglomère, si vous voulez, le 25 avril. Et c'est important, et c'est pour ça que la commémoration cette année, le 50e anniversaire, se veut dans une dynamique qui couvre justement tout le spectre qui va de 1974 à 1976. Ça a été très clairement affirmé par... voyez en haut l'image en haut à droite, 50 x 2 démocratie. La démocratie, c'est véritablement en 1976 avec ce processus que je vous ai décrit. Et donc, 1974, le 25 avril, 1976, les élections du 25 avril 1976, mais tout le process électoral qui va asseoir cette démocratie libérale. Mais, donc la commémoration, c'est cette dynamique qu'il faut toujours avoir en tête parce que c'est important à la lumière de ce que je vais vous dire dans quelques instants. Alors, vous dire que le 25 avril a toujours été commémoré avec enthousiasme, c'est en partie vrai et faux. En partie vrai parce que les commémorations populaires ont souvent, le plus souvent, et de manière peut-être croissante, et alors la semaine dernière, le 25 avril, il y a quelques jours, de manière très forte, hein, c'est une liesse populaire, mais on va voir les raisons un peu sous-jacentes. Mais disons que les défilés populaires ont souvent été à l'image de ce que fut le 25 avril, la journée du 25 avril, c'est-à-dire un phénomène de liesse, d'engouement populaire. En revanche, sur le plan institutionnel, ça a été plus partagé. C'est-à-dire que le 25 avril a, d'un point de vue commémoratif, a épousé les lignes de fracture et les tensions de la scène politique portugaise. C'est-à-dire que, en gros, vous avez eu des cycles plus ou moins enthousiastes et qui reflétaient simplement aussi la tonalité politique des gouvernements en place et des autorités en place à Lisbonne. Alors,
en célébrant toujours les œillets. Hein, tout le monde, c'est ce qui a été remis en cause, là. On va en dire un mot dans un instant par l'émergence, l'arrivée sur l'avant-scène du parti d'extrême droite, Chega, mais une certaine œcuménisme, on va dire, syncrétisme autour des œillets et de la journée de la liberté. Où les choses se corsaient un peu plus pour commémorer le 25 avril, c'est justement la dynamique derrière ce qui avait suivi. Et certains ne faisaient pas mystère de leur faible admiration, leur engouement tout relatif pour le processus qui avait suivi, et notamment, entre guillemets, les débordements ou le chaos de l'été 1975, le risque de soviétisation du Portugal, enfin bref, beaucoup de choses qui ont circulé par la suite. Et donc, on a vu sur des périodes bien spécifiques, en 1984, pour le 10e anniversaire, ce fut un 10e anniversaire à minima, parce que là aussi, une situation politique, c'était le bloc central à l'époque, avec une volonté de le commémorer, mais de le commémorer en remettant en scène le général Spinola. Spinola qui allait apparaître comme le président, enfin la figure de proue de ces commémorations du 10e anniversaire. Spinola qui avait passé une partie du processus révolutionnaire à vouloir déglinguer le processus révolutionnaire. Affaire du 11 mars, été 75, armée de libération du Portugal, très contre-révolutionnaire. Donc pas un grand admirateur du processus révolutionnaire. Il va être promu maréchal au titre un peu de la réconciliation nationale, si vous voulez. C'est cette idée qu'on voit réapparaître aussi au Portugal durant ces années-là. En 1994, vous avez, pour le 20e anniversaire, eh bien, un Premier ministre qui ne fait pas mystère de son admiration toute relative pour le 25 avril, et donc la commémoration du 25 avril s'en ressent. Je ne l'ai pas mise à l'écran, mais le 25e anniversaire certainement est un moment fort parce que la tonalité politique et la participation très forte du mouvement des capitaines, enfin ce qu'il en restait, mais ils étaient encore nombreux, l'association de la mémoire du 25 avril avec Vasco Lourenço, qui préside un peu ces commémorations, eh bien, lui donne une tonalité finalement d'unisson, c'est les 25 ans. Le 30e anniversaire, lui, va au contraire signifier eh bien, une évolution, c'est le cas de le dire, très symptomatique, c'est-à-dire que le slogan qui est choisi, c'est, vous le voyez à l'écran, « Avril est évolution », et le R de la révolution. Alors certains, vous voyez, sur les panneaux, s'empressent de le remettre, pour bien, mais ce n'est plus une révolution, c'est une évolution. Donc vous avez un processus, une relecture de la dynamique révolutionnaire et de la portée du 25 avril qui est en place à l'époque, avec un Premier ministre à l'époque qui lui aussi, bien qu'ancien maoïste et qui deviendra quelques mois plus tard président de la Commission européenne, Durão Barroso, qui n'est pas non plus un admirateur forcené, on va dire, du processus révolutionnaire. Enfin, en 2014, pour le 40e anniversaire, eh bien, vous avez eu un 40e anniversaire célébré sur fond de politique austéritaire et donc là, très militant, où le pouvoir politique a dû composer, alors que c'était plutôt droite, centre-droite qui était au pouvoir, mais qui a dû composer avec la pression populaire, parce que dans la rue, les gens étaient là pour chanter Grândola, et Grândola en disant, c'est cette image que vous voyez là-haut, voilà, à gauche de l'écran, bon, c'était contre la Troïka et les politiques austéritaires, et qui disait, c'est le peuple qui commande. Le peuple qui commande, c'est reprendre le slogan de la Révolution des œillets, c'est-à-dire la chanson Grândola Vila Morena de Zeca Afonso qui disait « Dans cette ville brune d'Alentejo, Grândola, eh bien, c'est la ville de la fraternité et c'est la ville où c'est le peuple qui commande. Et sur tous les visages, il y a l'égalité. » C'est cette chanson qui est reprise comme slogan pour dire que les œillets sont toujours très actifs, très vivants. Alors, depuis, eh bien, très rapidement, et je termine vraiment, 50e anniversaire il y a quelques jours, qui a eu lieu évidemment dans une tonalité bien particulière, avec une commission qui a tout fait pour que ça soit un moment important et que ça continue de l'être, pour les raisons que je vous ai indiquées, 1974, 1976, 2024, 2026, on est dans cette tonalité, mais évidemment avec un contexte politique que beaucoup n'imaginaient pas, à commencer par moi, il y a encore de cela quelques mois. C'est-à-dire, on va dire, au printemps, il y a un an, ou à l'été 2023. Il y a eu un coup de grisou politique au Portugal avec la démission du Premier ministre sur une affaire assez obscure de corruption pas très avérée. Bref, il a démissionné. Et là, le chef de l'État, le président de la République, le pouvoir lui en est donné par la Constitution, a décidé de dissoudre l'Assemblée. Ce
qui n'était pas la seule solution possible, mais c'est la décision qu'il a prise. Et cette décision, elle s'est traduite le 10 mars dernier par des élections législatives anticipées, qui ont vu d'abord une confusion, c'est-à-dire il n'y a plus de majorité claire, hein, puisqu'on sortait d'une majorité absolue du PS, pour une courte victoire d'une très courte tête du PSD, donc centre-droit, d'une coalition, plus exactement de droite, centre-droite, l'Alliance démocratique, qu'il a emporté avec 2 sièges d'avance sur le Parti socialiste, mais il a formé le gouvernement. Mais surtout, le fait majeur, c'est l'émergence d'une troisième force, et pas n'importe laquelle, politique, qui est le parti d'extrême droite Chega. Chega, qui est né en 2019, qui n'a cessé de progresser, un député en 2019, 12 en 2022, 50 cette fois-ci, plus de 18% des voix, 50 sur 230 députés que compte l'Assemblée de la République. Et donc c'est un parti d'extrême droite, je ne vais pas développer là, mais qui a un regard très critique à l'égard du 25 avril. Et qui ne cesse de dire que le 25 avril, voilà, il faudrait oublier. Il l'a encore redit là, il y a quelques jours, oublions le 25 avril et les œillets, tout ça c'est bien, mais il faut passer à autre chose. Le Portugal a besoin d'autre chose, politique migratoire, sécuritaire, etc. Et puis donner du pouvoir d'achat aux Portugais, ça c'est plus important que de célébrer les œillets d'avril. Et surtout, ils disent dans la foulée, et rejoint ou anticipé par d'autres forces politiques à droite, c'est pas le 25 avril qu'il faut célébrer, c'est le 25 novembre. Le 25 novembre, vous avez ce moment dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui clôt un processus et qui ouvre la voie vers cette période de constitutionnalisation de cycle électoral qui s'épanouit au printemps 1976. Et il dit ceci, le leader de Chega, que vous voyez là, je regrette de devoir le citer, de le mettre en visage, mais c'est important parce que ça pèse sur cette commémoration et sur la suite. Il a dit, voilà, c'est le 25 avril qui nous a donné la liberté et la démocratie. Le 25 novembre, pardon. Vous voyez, la fatigue, et puis il y a des lapsus qui sont extrêmement révélateurs. Et c'est bien le 25 avril qui nous a donné tout ça, et pas le 25 novembre. Bref. Mais c'est le discours, et c'est un discours... Il y a deux autres partis qui ont demandé la même chose, qu'on célèbre qu'on commémore le 25 novembre. C'est Initiative libérale et le CDS. Et la mairie de Lisbonne, à l'automne dernier, avait dit, voilà, il faut accorder un temps spécifique à la commémoration du 25 novembre. Bref, la réponse, elle s'est faite aussi dans la rue. Alors, c'est à la fois conforme, je dirais, au 25 avril, parce que le 25 avril, c'est dans la rue aussi, beaucoup que ça s'est passé. Et donc, vous avez eu des manifestations, des défilés populaires d'une intensité qu'on n'avait pas connue depuis des années. C'est-à-dire beaucoup de monde dans les rues. On a parlé de plus de 200 000 personnes dans les rues de Lisbonne, avenue de la Liberté et ailleurs, partout dans toutes les villes du Portugal. Témoignant que voilà, les œillets d'avril, eh bien, c'est quelque chose qui doit aujourd'hui continuer d'inspirer, et notamment les jeunes générations. Et je terminerai sur ce point, parce que les jeunes générations, elles ignorent... Alors, il y a un sondage qui est sorti quelques jours avant le 25 avril qui dit le 25 avril, pour 68% de la population, c'est le fait majeur de l'histoire du Portugal. Donc c'est plutôt rassurant. Et 81% des sondés considèrent que le processus, la transition telle qu'elle a été faite au Portugal, eh bien, elle a été exemplaire à certains égards. Donc vous vous dites, c'est magnifique. Sauf que c'est un sondage scientifique, c'est pas un radio-trottoir fait n'importe comment, c'est des organismes universitaires qui ont publié avec le label de la commission du 50e anniversaire. Pour autant, on s'observe aussi que chez les jeunes, même si beaucoup étaient dans la rue pour le 25 avril, il y a quand même une certaine méconnaissance, une certaine ignorance de ce qu'a été le 25 avril, et surtout des périodes du temps qui ont précédé. Et je dis ça parce que le parti Chega a beaucoup profité aussi, beaucoup utilisé cette jeunesse qui a voté massivement. Hein, les moins de 34 ans votent massivement pour le parti Chega, pour le parti d'extrême droite. Alors, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'ils adhèrent à toutes les valeurs de Chega, que Chega, c'est une résurgence pure et simple du salazarisme ou je ne sais quoi, mais c'est une indication forte qu'il y a un problème, un réel problème, auquel la démocratie portugaise va devoir se confronter dans les mois et les années qui viennent, parce que on peut craindre sinon, malgré l'engouement autour du 25 avril, malgré la valeur iconique du 25 avril, et la commémoration, ce 50e anniversaire l'a montré, on peut craindre quand même un certain nombre de retours de flamme dans les prochains mois, les prochaines années, surtout quand on connaît la vague qui existe, pas seulement au Portugal, mais partout en Europe et dans le monde. Donc, voilà, je terminerai par un cri du cœur, comme on le dit souvent au Portugal, 25 de abril sempre, le 25 avril toujours, en vous remerciant.
Merci beaucoup Yves Léonard. Donc il nous reste effectivement un petit temps pour répondre aux questions de la salle à Pessac, mais aussi des autres salles, puisqu'il y a le numéro de téléphone qui s'affiche pour recevoir des SMS. Donc pour le moment, je n'ai pas encore évidemment de questions sur mon téléphone. Donc à Pessac, est-ce qu'il y a des questions, réactions ici déjà? Merci. Bravo pour votre conférence, c'était vraiment très, très bien. Vous nous avez dit que les jeunes, juste à l'instant, ne connaissaient pas forcément le 25 avril. Et comment est-ce que c'est enseigné dans les écoles? Oui, c'est enseigné, c'est dans les programmes, hein, et dans les programmes dès les petites classes. Simplement, alors il y a plusieurs choses. Si vous voulez, c'est à la fois enseigné, mais dans des délais qui sont souvent courts. Vous savez, c'est un peu le problème général auquel doit faire face l'histoire du temps présent dans les programmes. C'est-à-dire, on en parle quand il nous reste du temps et que le troisième semestre a commencé, ou le 5e trimestre, quoi. Et donc, ça pose déjà un problème matériel. Ensuite, comment dire? Oui, il y a une connaissance minimaliste, très superficielle, mais on parle relativement peu. Alors il y a une histoire savante, hein, qui est tout à fait exemplaire, une histoire académique, universitaire, qui s'est beaucoup développée sur le très contemporain, le salazarisme, la fin du salazarisme, la transition, enfin le processus révolutionnaire et tout. Mais on a toujours ce problème de la déconnexion entre cette histoire savante, académique, et d'une histoire populaire, grand public on va dire, qui ne permet pas de toucher forcément ces jeunes dont voilà, le rapport à la lecture a changé. Enfin, vous voyez, il y a des moyens de communication et de sensibilisation qu'il faut faire évoluer. La commission du cinquantenaire l'a bien saisi en mettant en place sur les réseaux sociaux beaucoup de choses pour justement intéresser les jeunes. Alors, ma génération, on n'est pas très familier de ça, mais de TikTok et de tous ces trucs-là. Parce que justement, Chega et les autres l'utilisent beaucoup, hein. Ils sont très doués sur ces réseaux sociaux. Et donc, YouTube et puis toutes les plateformes et TikTok ont été mobilisés. Avec quel impact, je ne sais pas, mais il y a eu un peu de retard à l'allumage. Pas avec le 50e anniversaire qui a essayé de rattraper les choses, mais au fil des années, c'était devenu... C'est le problème plus largement, si vous voulez, des commémorations qui sont très institutionnelles et qui fige un petit peu. C'est un côté mausolée, si vous voulez, qui ne parle pas vraiment à la jeunesse. Et donc tout l'enjeu, pour ça je disais arroser les œillets, il faut absolument rendre vivant ce processus. Alors peut-être par des biais cognitifs, enfin des biais pédagogiques, mettre en valeur des personnalités iconiques comme Salgado Maya, que vous voyez au centre de l'écran. Ça, c'est des choses qui peuvent susciter une adhésion spontanée, parce qu'il y a un narratif extraordinaire autour de ces hommes-là, et de Salgado Maya en particulier. Mais encore faut-il le diffuser, le rendre accessible, le rendre vivant, et pas le figer comme ça a pu être le cas dans le passé. Mais c'est enseigné, oui, c'est enseigné, mais pas suffisamment. Et surtout, je crois qu'il faut adapter, moderniser un certain nombre d'outils qu'on mobilise. Oui, merci pour votre conférence. Il y a quelque chose qui m'a surpris. Vous avez dit que les capitaines d'avril ont commencé à réfléchir au coup d'État en novembre 1973. Comment ça se fait que pendant tous ces mois, donc 6 mois au moins, la police politique n'a rien vu venir ? Ah ben la police, d'abord, c'est un peu plus tard qu'ils ont vraiment conçu le coup d'État. L'opération, on va dire, virage historique, fin de régime, ça vient plus tard. Disons plutôt à la fin de l'hiver, si vous voulez. Mais enfin, peu importe. Ben, la police politique, oui, ils les épient, hein. Ils surveillent. Ils savent en gros que ces gens-là, ces capitaines, se réunissent, etc. Mais il y a plusieurs choses qui vont jouer. Il y a d'une part le fait que ce sont des militaires, les capitaines d'avril, et donc ils s'organisent pour qu'un certain nombre de données clés ne fuitent pas. Et on le voit bien dans les semaines qui suivent l'affaire du 16 mars, là, vous savez, le soulèvement du régiment qui a échoué. Et ils se méfient beaucoup. C'est pour ça qu'ils sont assez peu à être dans la confidence. Ils n'ont pas multiplié, je dis, c'est des petites unités et un petit noyau qui travaille, c'est Otello Carvalho, et très peu de gens. Parce que ça évite les fuites, ça évite que ça soit évidemment porté à connaissance. Ceci étant, là, il y a eu, notamment à l'ambassade de France, là, ils ont exhumé un certain nombre de documents d'archives, de dépêches, etc., qui montrent que le programme du mouvement des forces armées, dont je vous ai parlé, les skis, enfin les 3D, Melo Antunes et les autres, avaient déjà été portés à la connaissance de l'ambassade. Hein. Mais pour autant, c'est toujours pareil, vous avez une police politique qui est à la fois très organisée, persuadée aussi au fil des années d'avoir acquis une maîtrise de l'exercice, et que d'avoir affaire
après l'affaire du 16 mars, il y a quand même cette tonalité qui transparaît qu'ils ont peut-être affaire pas à des amateurs, mais enfin, tu vois, vous voyez, c'est pas très professionnel. Et donc, d'avoir un sursis, que l'urgence n'est pas maximale. Et ça a certainement joué aussi dans le fait que la journée du 25 avril, parce que les ambassades dont j'ai parlé, tout le monde était un peu aux abonnés absents ce jour-là. Ils n'ont pas vu le coup. Hein. Parce qu'après, a posteriori, oui, tout le monde l'avait vu venir, c'était écrit d'avance. Et pire, certains révisionnistes vous diront, ouais, la petite pichenette, on fait beaucoup de foin autour de ces capitaines d'avril, ils n'ont pratiquement rien fait. C'était à la fois à bout de souffle, cousu de fil blanc, et voilà, il suffisait de le faire. C'est beaucoup plus compliqué que ça, j'espère en avoir rendu compte. Mais je pense, oui, que un certain nombre d'acteurs clés au sein de l'establishment de l'Estado Novo n'a pas cru à l'imminence d'un tel soulèvement. Et les ambassades, américaines en tête, n'y ont pas cru non plus dans les jours qui ont précédé. Alors, 3 questions des autres salles, notamment une question de Jean Say. Le Portugal était aussi présent en Asie avec Macao. Pourquoi la décolonisation ne s'est faite que très tardivement par rapport aux autres colonies? Merci de votre réponse et merci pour cette brillante conférence. Et une autre question sur les liens entre le Portugal et ses anciennes colonies. Est-ce que c'est comparable avec, par exemple, la France et ses anciennes colonies? Et enfin, une troisième et dernière question. Comment expliquez-vous que vous, historien, n'avez pas vu arriver l'extrême droite à ce point-là au Portugal? Alors, non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Non, je n'imaginais pas qu'il y aurait la dissolution de l'Assemblée et la démission du Premier ministre. Il y avait une majorité absolue au Portugal. Et quand on a une majorité absolue dans un pays, après des élections démocratiques, janvier 2022, je trouve un peu ballot et surprenant de se priver de cet atout quand on va commémorer le 50e anniversaire de la Révolution des œillets. L'extrême droite, j'ai écrit des papiers depuis 4 ans, depuis que Chega existe, sur Chega et le danger de l'extrême droite. Donc je rectifie. Là, j'ai pas été myope et ignorant, j'ai plutôt tiré des sonnettes d'alarme. Non, mais je réponds à la question. Bien sûr. En tant qu'historien, je l'ai vu venir et même avec beaucoup de crainte. Voilà. Et quand il y a eu la dissolution, j'ai dit, ils seront à 20%. Ouais. Et voilà. Hein. Bref. Par contre, oui, ce qui n'était pas prévu, c'est malheureusement la séquence électorale que l'on vient de vivre. Et ça, je l'avais pas vu venir, non. Alors ensuite, sur l'Asie. Bon, l'État Portugal, l'Inde, Goa, j'en ai parlé. Ensuite, Macao, c'était relativement peu de choses pour le Portugal, et c'était sous contrôle depuis les années 60 avec le régime chinois. C'est-à-dire que c'était un arrangement, on va dire, qui permettait à Macao d'être une sorte de Hong Kong bis avec les jeux, etc., etc. Donc une excroissance tolérée par le régime communiste, enfin le régime chinois, depuis les années 1960, après des tensions vives au moment de la révolution culturelle 1966-67. Mais les choses s'étaient aplanies. Et donc c'est seulement après l'indépendance, enfin la réintégration, pardon, de Hong Kong en 1997, que le mouvement s'est mis en branle et que Macao a été rétrocédé à la Chine en 1999. N'oublions pas aussi, en Indonésie, la question du Timor, parce que Timor devait être le dernier étage de la fusée, était sur le point d'accéder à l'indépendance fin novembre 1975, quand, là aussi, effet de la guerre froide, enfin de l'effet, on va dire, positionnement international et influence américaine, les troupes de l'Union indonésienne ont envahi militairement le 7 décembre 1975 Timor et ont annexé purement et simplement Timor, qui n'a pu accéder à l'indépendance qu'au début des années 2000, avec l'action de résolue notamment de la diplomatie portugaise et des Nations Unies. Et puis l'autre question, c'était... par rapport au lien actuel oui, voilà, entre le Portugal et ses anciennes colonies. Alors, c'est pas tout à fait similaire à la situation française, si je pense France-Afrique, etc. C'était le sens de la question, oui. Voilà, France-Afrique, non, c'est pas tout à fait comparable. Alors, c'est des relations qui ont été évidemment compliquées, aggravées par le contexte des guerres coloniales pendant des années et des années. Ceci étant, le Portugal a très vite voulu reprendre des relations privilégiées, préférentielles avec ses anciennes colonies. Dès la fin des années 70, créer, comme il disait, un pont entre l'Europe et l'Afrique, dont le Portugal serait un peu la tête de pont, en quelque sorte. Et toujours jouer un rôle assez actif, partant du principe que les Portugais ont une meilleure connaissance plus fine de l'Afrique, notamment de l'Afrique australe, que d'autres Européens. Et donc les relations, après, se sont un peu codifiées, enfin normalisées. C'est assez complexe. Bon, il y a des spécialistes dans la salle, je sais qu'il y a Michel Cahen sur la Mozambique, et notamment qui pourra développer, mais
d'un point de vue institutionnel, les relations, oui, se sont pas mal normalisées avec une volonté de créer, à travers la langue portugaise, une communauté de langue portugaise, qui s'appelle la CPLP, Communauté des pays de langue portugaise, qui a été mise en place en 1996, avec le couple luso-brésilien à la manœuvre, mais derrière les pays africains de langue officielle portugaise, qui se sont agglomérés à cette dynamique et qui fonctionnent aujourd'hui, près de 30 ans d'existence, et qui créent là aussi non seulement un ensemble culturel et linguistique, la langue portugaise, troisième langue la plus parlée européenne, la plus parlée au monde, enfin bref, toute cette dynamique, la lusophonie si vous voulez, et derrière avec une volonté que les pays africains de langue portugaise soient valorisés dans ce processus, avec le secrétariat général, etc., qui est tournant. Bref, c'est quelque chose qui montre qu'il y a quand même des différences avec la situation française. Oui. Alors, une toute dernière question. Félicitations pour la conférence. Pourriez-vous développer le pourquoi du chou de la chanson Grandola et l'importance et la place de José Alfonso? Voilà. On termine sur le symbole de la chanson. Alors, la chanson de Zé Afonso, c'est une chanson, un chant contestataire, une protestation qui a une histoire, c'est-à-dire qu'il l'a appelée Grandola parce que Grandola, c'est une cité, une ville d'Alentejo, au sud de Lisbonne, une centaine de kilomètres, qu'il avait visité au milieu des années 60 avec une coopérative ouvrière créole. Il y a des grandes propriétés latifundières, etc., dans ces régions. Et il avait été très très bien reçu, très bien accueilli, et ça lui avait donné de l'inspiration. Alors c'était un professeur de formation, d'histoire, qui était en but évidemment en difficulté avec le régime, parce que soupçonné d'être communiste, c'est-à-dire le mal absolu pour le régime salazariste. Et donc il va être obligé de s'exiler, d'avoir beaucoup de soucis avec la PIDE. Et il va enregistrer ce texte en France, cette chanson en France en 1971. Au château d'Hérouville. Alors, je pense que pour beaucoup dans la salle, ça évoque pas mal de choses, parce que le château d'Hérouville, c'était un des hauts lieux de la pop musique où on enregistrait Pink Floyd, David Bowie et tous ces gens-là venaient au château d'Hérouville. Et c'est là que Zé Afonso a enregistré cette chanson aussi. Alors, le texte, je vous l'ai dit en gros tout à l'heure, c'est quelque chose avec des bruissements de pas, des pas qu'on entend sur des graviers au début. Donc, il y a une tonalité qui est presque militaire, des pas. C'est très fort comme sonorité. Et puis une chanson donc qui vante l'égalité, la fraternité et ce peuple qui commande. Donc une résonance, une force, un discours qui est d'une très grande intensité. Alors évidemment, c'était une chanson qui n'était pas très appréciée par le régime. Ceci étant, elle n'était pas complètement censurée à la fin. Zé Afonso a pu la chanter d'ailleurs quelques semaines avant le 25 avril sur une scène de spectacle contestataire à Lisbonne. Et elle a été choisie. Alors là, il y a plusieurs histoires divergentes sur pourquoi l'ont-ils choisie. Pour pas mal de raisons. Certains ne la connaissaient pas vraiment. Elle a été chantée, comme je le disais, quelques semaines avant. Et puis, ils savaient que comme elle n'était pas complètement censurée, à Radio Renaissance, où elle a été diffusée, une radio catholique, eh bien, ils avaient quand même apporté 2 jeux de vinyle, parce que au cas où la police politique fasse une descente dans la nuit, enfin ça leur arrivait, donc ils avaient 2 jeux de disques à disposition. Finalement, la police n'est pas passée, et le présentateur a pu la diffuser. Voilà, c'est cette chanson. Et Zé Afonso, évidemment, est une figure lui aussi iconique du 25 avril. Il est mort il y a pas mal d'années, en 1987, mais c'est une figure de proue aujourd'hui. Beaucoup, les générations qui ont vécu le 25 avril et post-25 avril, évidemment, la connaissent tous. Et puis, c'est une chanson, je disais tout à l'heure, les moyens de diffusion de moderniser. Elle est devenue l'un des l'hymne, enfin pas l'hymne, le générique, enfin un chant important, je ne sais pas comment on appelle ça, de la série Casa de Papel, la saison 5 ou 6. Alors là, je parle sous contrôle des spécialistes, mais qui l'a choisi comme chanson, et donc on l'entend dans une nouvelle orchestration, nouvelle interprétation. Mais évidemment, pour les jeunes, c'est important parce que une série Netflix, donc avec une aussi large diffusion. Enfin, moi, je vois mes filles, la dernière qui a 20 ans, eh bien, elle m'a dit, mais on entend Grandola Villamorena. Et donc, ça leur parle, quoi. Voilà, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est peut-être un moyen aussi de rajeunir et de faire connaître une chanson historique, un peu comme Bella Ciao ou d'autres qui ont connu un destin assez étonnant. Alors, évidemment, à des fins commerciales, d'instrumentalisation, mais pour les jeunes générations, ils entendent ça, ils disent mais c'est quoi, c'est beau, tu peux m'en reparler. Alors moi, évidemment, elle ne tombe pas sur un ingrat puisque je réagis au quart de tour, mais j'imagine que pour un auditoire assez large, et puis entre elles s'en parlent, quoi, les jeunes générations. Donc ça, c'est plutôt encourageant. Merci beaucoup, Yves Léonard.